Émile Zola, L'Assommoir, extrait du chapitre 2. L'Assommoir s'était empli. On parlait très fort, avec des éclats de voix qui déchiraient le murmure gras des enrouements. Des coups de poing sur le comptoir, par moments, faisaient teinter les verres. Tous debout, les mains croisées sur le ventre ou rejetées derrière le dos, les buveurs formaient de petits groupes, serrés les uns contre les autres. Il y avait des sociétés près des tonneaux qui devaient attendre un quart d'heure avant de pouvoir commander leur tournée au père Colombe. « Comment ? C'est cet aristo de Cadé-Cassis » cria Mes-Bottes en appliquant une rude tape sur l'épaule de Coupeau. « Un joli monsieur qui fume du papier et qui a du linge. On veut donc épater sa connaissance, on lui paye des douceurs ?»« Ah, ça m'embête pas, » répondit Coupeau très contrarié. Mais l'autre ricanait. « Suffit, on est à la hauteur, mon bonhomme. Les mufs sont des mufs, voilà. » Il tourna le dos après avoir louché terriblement en regardant Gervaise. Celle-ci se reculait, un peu effrayée. La fumée des pipes, l'odeur forte de tous ces hommes montait dans l'air chargé d'alcool. Et elle étouffait, prise d'une petite toux. « Oh, c'est vilain de boire, » dit-elle à demi-voix. Et elle raconta qu'autrefois, avec sa mère, elle buvait de l'anisette à Plassans. Mais elle avait failli en mourir un jour, et ça l'avait dégoûtée. Elle ne pouvait plus voir les liqueurs. « Tenez !» ajouta-t-elle en montrant son verre. « J'ai mangé ma prune, seulement je laisserai la sauce, parce que ça me ferait du mal. » Coupeau, lui aussi, ne comprenait pas qu'on pût avaler de plein verre d'eau-de-vie. Une prune par-ci, par-là, ce n'était pas mauvais. Quant au vitriol, à l'absinthe et aux autres cochonneries, bonsoir, il n'en fallait pas. Les camarades avaient beau le blaguer, il restait à la porte lorsque ces cheux-là rentraient à la mine à poivre. Le papa Coupeau, qui était zingueur comme lui, s'était écrabouillé la tête sur le pavé de la rue Coquenard en tombant un jour de ribotte de la gouttière du numéro 25. Et ce souvenir, dans la famille, les rendait tous sages. Lui, lorsqu'il passait rue Coquenard et qu'il voyait la place, il aurait plutôt bu l'eau du ruisseau que d'avaler un canon gratis chez le marchand de vin. Il conclut par cette phrase. « Dans notre métier, il faut des jambes solides. » Gervaise avait repris son panier. Elle ne se levait pourtant pas, le tenait sur ses genoux, les regards perdus, rêvant, comme si les paroles du jeune ouvrier éveillaient en elle des pensées lointaines d'existence. Et elle dit encore lentement, sans transition apparente, « Mon Dieu, je ne suis pas ambitieuse, je ne demande pas grand-chose. Mon idéal, ce serait de travailler tranquille, de manger toujours du pain, d'avoir un trou un peu propre pour dormir. Vous savez, un lit, une table et 2 chaises, pas davantage. Ah, je voudrais aussi élever mes enfants, en faire de bons sujets si c'était possible. Il y a encore un idéal, ce serait de ne pas être battue si je me remettais en ménage. Non, ça me plairait pas d'être battue. Et c'est tout, vous voyez, c'est tout. » Elle cherchait, interrogeait ses désirs, ne trouvait plus rien de sérieux qui la tentât. Cependant, elle reprit après avoir hésité. « Oui, on peut à la fin avoir le désir de mourir dans son lit. Moi, après avoir bien trimé toute ma vie, je mourrais volontiers dans mon lit, chez moi. » Et elle se leva. Coupeau, qui approuvait vivement ses souhaits, était déjà debout, s'inquiétant de l'heure. Mais ils ne sortirent pas tout de suite. Elle eut la curiosité d'aller regarder au fond derrière la barrière de chêne le grand alambic de cuivre rouge qui fonctionnait sous le vitrage clair de la petite cour. Et le zingueur, qui l'avait suivi, lui expliqua comment ça marchait, indiquant du doigt les différentes pièces de l'appareil, montrant l'énorme corps nu d'où tombait un filet limpide d'alcool. L'alambic, avec ses récipients de forme étrange, ses enroulements sans fin de tuyaux, gardait une mine sombre. Pas une fumée ne s'échappait. À peine entendait-on un souffle intérieur, un ronflement souterrain. C'était comme une besogne de nuit faite plein jour par un travailleur morne, puissant et muet. Cependant, Mes-Bottes, accompagné de ses 2 camarades, était venu s'accouder sur la barrière en attendant qu'un coin du comptoir fût libre. Il avait un rire de poulet mal graissé, hochant la tête, les yeux attendris fixés sur la machine à souler. Tonnerre de Dieu! Elle était bien gentille. Il y avait dans ce gros bedon de cuivre de quoi se tenir le gosier frais pendant 8 jours.
Lui aurait voulu qu'on lui soudât le bout du serpentin entre les dents pour sentir le vitriol encore chaud l'emplir, lui descendre jusqu'au talon, toujours comme un petit ruisseau. Dame, il ne serait pas dérangé, ça aurait joliment déplacé les dés à coudre de ce roussin de père Colombe. Et les camarades ricanaient, disaient que cet animal de mes bottes avait un fichu grelot tout de même. L'alambic, sourdement, sans une flamme, sans une gaieté dans les reflets éteints de ses cuivres, continuait, laissait couler sa sueur d'alcool, pareille à une source lente et entêtée, qui, à la longue, devait envahir la salle, se répandre sur les boulevards extérieurs, inonder le trou immense de Paris. Alors Gervaise, prise d'un frisson, recula, et elle tâchait de sourire en murmurant « C'est bête, ça me fait froid cette machine. La boisson me fait froid. » Puis, revenant sur l'idée qu'elle caressait d'un bonheur parfait, « Hein, n'est-ce pas? Ça vaudrait bien mieux, travailler, manger du pain, avoir un trou à soi, élever ses enfants, mourir dans son lit. » À bientôt pour de nouvelles aventures. Vous pouvez retrouver des histoires et des poésies sur ma chaîne Entendre lire.